Bonjour mes amis et bienvenue à un nouvel chapitre de votre émission préférée. Aujourd'hui on va parler de la région du nord-ouest de la France. C'est la région de la Bretagne. C'est une région magnifique avec une histoire incroyable. On y va! On va commencer notre programme par la visite à Concarneau, une ville où le temps s'est arrêté. Elle est située dans une petite île de 380 mètres de long et seulement 100 mètres de large. Jusqu'à aujourd'hui, est une ville avec un important commerce maritime, de production de conserves, de sardines et de thon. La ville de Concarneau, c'est une ville clore. Les premiers vestiges d'urbanisme de la ville sont de l'année 692. Mais les premiers écrits sur la fondation sont de l'année 1050. Les murs qui datent depuis sa fondation et qui ont été améliorés pour les marquis de Bourbon pendant le règne de Louis XIV sont très bien conservés. Et actuellement, c'est possible de marcher sur eux. Et voilà, Concarneau, c'est magnifique, c'est une petite ville close. Et donc j'ai expérimenté une sensation comme si je voyageais dans le passé et dans le Moyen Âge. C'est incroyable. Mais c'est une sensation similaire à une sensation que je ressentis en notre prochaine destination, qui est le Concarneau. Le Concarneau, c'est un petit village typique breton qui, comme la plupart des petits villages, est caractérisé pour sa construction de Moyen Âge. Mais les origines de Le Concarneau sont plus trop que le Moyen Âge. C'est une ville d'origine romane. L'important patrimoine architectural de Le Concarneau, préservé très précieusement, a permis au village d'être membre du réseau des petites cités de caractère et aussi aujourd'hui ratifié du label des plus vieux villages de France. Pendant les vacances de Noël, la ville est décorée avec beaucoup de lumière. C'est un spectacle magnifique pour les touristes. Comme les librairies celtiques, il y a beaucoup de petits magasins
très historiques, comme les crêperies que moi avec toute l'équipe on visité. Et bon, c'est magnifique les repas que je peux déguster. Et oui, c'est la première fois que je mangeais les crêpes, une crêpe salée. Bon, c'est la nourriture typique de la Bretagne. Mais comme il y a beaucoup d'histoire, il y a beaucoup de traditions culinaires aussi. Les forêts bretonnes sont reconnues pour sa grande extension et principalement pour qu'il y a beaucoup d'histoires mythologiques, de folklore local qui parlent sur les créatures qui habitent dans la forêt bretonne. Très proche de le petit village de Québec où on a resté, il y a une plage où il y a une fort d'entre de la mer. Fort Bloqué, ou comme son nom original, Fort de Keragan, est situé sur l'île de Keragan, une île qui est accessible uniquement à mer basse. Maintenant, il s'appelle Fort Berkeley parce que c'est le nom qu'il donne les nouvelles propriétaires, parce qu'actuellement est des propriétés privées. Pour savoir plus de l'histoire de la Bretagne, on va inviter Anaïg Almonacid, qui est une passionnée de l'histoire de la Bretagne. Bonjour Marcelo, merci pour cette invitation. Bon, si on parle des Bretons, on doit savoir d'abord que c'est un peuple celte qui vient de l'île de Bretagne, qu'actuellement on connaît comme Grande-Bretagne. Bon, la première question c'est pourquoi les Bretons ils arrivent à la péninsule armorique. Bon, c'est parce que au IIIe siècle, les Romains ils envahissent l'île de Bretagne et c'est là où les Romains ils commencent à former un groupe de soldats bretons. Et ils les amènent au IIIe siècle à la péninsule armorique car c'est un lieu stratégique entre la Gaule et l'île de Bretagne parce que c'est le canal de la Manche. Bon, ils arrivent la première fois en IIIe siècle et ils commencent à arriver pour la deuxième fois entre le 5e et le 6e siècle. Quand les Bretons ils sont dans la péninsule armorique, tout d'abord il y a des groupes. Il y a des groupes qui sont des soldats romains, des autres groupes de Bretons qui arrivent, mais qui ne veulent rien avoir, ils ne vont rien savoir des Romains, et d'autres groupes de Bretons qui arrivent en plusieurs allers-retours. Bon, le peuple breton commence à se unir principalement par les différentes guerres, les différents conflits entre les Francs, entre les Germains. Et comme ça, il commence à unir ses forces. Et il choisit d'abord un chef guerrier d'abord, et après un chef politique, qui ça sera le roi de Bretagne. Les années qui suivent, ils n'ont pas la figure du roi de Bretagne, mais des ducs de Bretagne. Il y a le duc de Nantes, le duc de Rennes, le duc de Vannes. Mais ils ont encore une sensation de communauté, de groupe, de peuple breton. Et c'est évidemment parce qu'ils ont encore des guerres avec les Francs, les Anglais, ils veulent combattre avec les Francs et les Bretons sont au milieu, alors ils doivent tout le temps décider s'ils sont avec les Anglais ou ils sont avec les Francs.
Et il y a un moment dans l'histoire des Bretons qu'ils décident vraiment être indépendants, être autonomes. Et ils commencent à se fortifier, à être de plus en plus forts et s'imposer aux Francs. Parce que les Francs vont tout le temps que les Bretons les reconnaissent comme ils reconnaissent le roi franc. Et les Bretons, ils veulent laisser de reconnaître le roi et ils veulent commencer à se reconnaître eux-mêmes et avoir une force et un pouvoir. C'est comme ça qu'il continue jusqu'à le dernier duc de Bretagne, que c'est François II. On dit que c'est le dernier duc de Bretagne parce que quand il meurt, il n'a pas une descendante masculine, sinon qu'il a une fille, Anne de Bretagne. Elle reste à 12 ans, elle doit décider le destin de son peuple. Et c'est là où elle décide de se marier avec le roi Charles VIII, le roi français. Et c'est ce moment où la Bretagne est annexée aux Francs. Et c'est triste parce qu'on pensait que la Bretagne pouvait continuer, pouvait être de plus en plus forte. Et c'est là où les Bretons ils pensaient que c'était tout perdu. Mais bon, c'est un peu l'histoire que je voulais te partager pour tous nos commentaires. J'espère que ça soit suffisant. Merci pour m'avoir invité, Marcel. Merci pour ta participation, Anaïs. On va continuer. On va visiter la ville de Nantes. Si bien la ville de Nantes est considérée comme une ville bretonne, il est situé dans le pays de la Loire. Bienvenue au château des ducs et duchesses de Bretagne. Le drapeau breton qui s'appelle Wen Adou signifiait noir et blanc, qui sont les couleurs historiques de la Bretagne. Les traits d'hermine sont un nombre de 11. Ce nombre précis ne représente rien de particulier, mais l'hermine c'est l'animal typique de la région. Les 4 bandes blanches représentent les 4 pays de la Basse-Bretagne. Les 5 bandes noires représentent les 5 pays de la Haute-Bretagne.
À la fin de notre parcours pour Nantes, on voulait avoir l'expérience de visiter les menus, mais malheureusement, pour les climats typiques de la région de la Bretagne, c'est impossible pour l'équipe. Menhir provient du breton et signifie longue pierre. Un menhir est un monolithe, un bloc de pierre taillé au brut qui avait pour vocation de servir de repère. Bon mes amis, le chapitre d'aujourd'hui est fini, mais le principal objectif de notre émission est de vous inviter à connaître la Bretagne. Au revoir.